Voyons à présent l'union dans le monde. Et tout d'abord, l'aide au développement, puis la politique commerciale. L'Union européenne et ses États membres ont continué à être le premier contributeur mondial à l'aide publique au développement en 2018. L'aide de l'Union européenne et de ses États membres s'est élevée à plus de 74 milliards d'euros en un an. L'Alliance Afrique-Europe pour un investissement et des emplois durables, lancée en septembre 2018, vise ainsi à donner une nouvelle dimension au partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique pour la création d'emplois en soutenant l'éducation et les compétences, en stimulant les échanges commerciaux et en mobilisant des investissements dans des secteurs économiques stratégiques. Les objectifs de l'aide au développement. Les articles 208 à 211 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, constituent la base juridique fondamentale de la coopération de l'Union au développement. L'article 208 prévoit en particulier, d'une part, que la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union, d'autre part, que son objectif principal est la réduction ainsi qu'à terme l'éradication de la pauvreté. L'aide au développement est une compétence partagée. Historiquement, la coopération européenne, via le Fonds européen de développement, le FED, a d'abord concerné les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, avec les accords de Yaoundé en 1963, puis la Convention de Lomé en 1975 et enfin l'accord de Cotonou en 2000. La coopération au développement est une compétence partagée, ce qui signifie que l'Union peut mener une politique de développement commune et en même temps, les États membres continuent d'exercer leurs propres compétences en la matière. Leur coopération est d'ailleurs notoire sur le terrain, ne serait-ce que parce que les agences de développement des États membres mettent souvent en œuvre des programmes financés par l'Union. Les critères de l'efficacité de l'aide. L'aide au développement étant une ressource limitée, l'Union européenne place son efficacité au centre de ses préoccupations. Dans cet esprit, l'Union a adopté le Code de conduite sur la division du travail dans la politique de développement en 2007, ainsi que le cadre opérationnel concernant l'efficacité de l'aide en 2011. Ces efforts s'inscrivent dans la continuité des actions internationales entreprises en réponse à la déclaration de Paris en 2005 de l'OCDE, qui encourage l'appropriation des projets par les populations et autorités locales, l'harmonisation de l'aide, incluant la coordination des bailleurs de fonds et la cohérence des différentes composantes de la coopération, par exemple agricole et environnementale, l'alignement nécessaire sur la stratégie nationale de développement en respectant les priorités définies par le pays bénéficiaire, les actions orientées sur des résultats préalablement définis avec des objectifs mesurables, la redevabilité mutuelle qui implique une responsabilité financière des donateurs et des bénéficiaires d'argent public. Le cadre international pour l'efficacité de l'aide a fait l'objet de 2 révisions, d'abord avec le programme d'action d'Accra en 2008, puis avec le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement en 2011. L'Union a aussi participé activement à l'élaboration du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Adopté à New York en septembre 2015, il fait suite aux objectifs du millénaire pour le développement, OMD,
et fixe une nouvelle série d'objectifs de développement durable à réaliser d'ici 2030, centrés sur des questions d'ordre économique, social, environnemental ou en matière de gouvernance. L'Union européenne est un facteur de prospérité au travers de son programme de négociation commerciale, débouchant sur des accords commerciaux mutuellement avantageux. Voyons plus précisément cette politique commerciale commune, à la fois louée et décriée dans les opinions publiques, et en réalité peu connue dans le détail. La politique commerciale est d'abord une compétence exclusive de l'Union européenne, ce qui signifie que c'est l'Union, dans son ensemble, et non les États membres individuellement, qui a le pouvoir de légiférer en matière commerciale et de conclure des accords commerciaux internationaux. C'est l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Pour mémoire, et en vertu de l'article 3 du TFUE, l'Union dispose aussi d'une compétence exclusive dans 4 autres domaines: l'union douanière, l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro, et enfin la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. La politique commerciale, questions institutionnelles et interdépendance. Depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen est un co-législateur en matière de commerce et d'investissement avec le Conseil. Les accords commerciaux internationaux ne peuvent entrer en vigueur qu'après l'accord du Parlement européen, qui peut donc, auprès de la Commission, influencer les négociations en adoptant des résolutions. La mondialisation, du fait de l'intensification du commerce international, aboutit à une interdépendance croissante des économies, comme l'a montré de manière exacerbée le contexte de pandémie. Une politique commerciale commune à tous les États membres permet d'unir leurs efforts et leur poids dans les négociations bilatérales et dans les instances multinationales telles que l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. L'objectif principal de la politique commerciale commune est d'offrir des possibilités commerciales élargies pour les entreprises européennes en supprimant les barrières commerciales, droits de douane et quotas, et en garantissant une concurrence équitable. Elle protège en particulier les Européens en veillant à ce que les importations respectent les règles de protection des consommateurs. L'Union européenne utilise également sa politique commerciale pour promouvoir les droits de l'homme, les normes sociales et de sécurité, le respect de l'environnement et le développement durable. C'est une politique essentielle pour l'économie européenne car elle impacte la croissance et l'emploi. Plus de 36 millions d'emplois européens dépendent des exportations. En moyenne, 1 milliard d'euros d'exportations extracommunautaires permet de créer 13 000 emplois dans l'Union européenne. La politique commerciale se compose de 3 éléments principaux. Des accords commerciaux avec des pays tiers afin d'ouvrir de nouveaux marchés et permettre de nouvelles possibilités commerciales pour les entreprises européennes. Une réglementation commerciale visant à protéger les producteurs européens contre la concurrence déloyale. L'adhésion de l'Union européenne à l'Organisation mondiale du commerce qui fixe les règles du commerce international. Les États membres sont également signataires, mais c'est la Commission européenne qui négocie au nom de l'Union. Il existe des règles qui protègent contre les pratiques commerciales déloyales. Ces pratiques peuvent inclure le dumping ou les subventions qui rendent les prix artificiellement bas. Les produits européens pourraient également être confrontés à des barrières douanières ou à des quotas.
Si les différends commerciaux ne peuvent être résolus, ils peuvent mener à une guerre commerciale. L'investissement direct étranger dans l'Union européenne est également réglementé. En 2019, le Parlement européen a approuvé un nouveau mécanisme de filtrage pour s'assurer que les investissements étrangers dans certains secteurs stratégiques ne nuisent pas aux intérêts et à la sécurité de l'Europe. L'Union européenne est au cœur des négociations commerciales multilatérales à l'OMC. Celle-ci compte plus de 160 membres qui représentent 98% du commerce mondial. L'objectif principal est de garantir l'équité du système commercial mondial en adoptant des règles communes pour le commerce entre les nations. Il existe 3 types d'accords commerciaux dont l'objectif commun est de réduire les obstacles tarifaires et d'assurer les investissements. Les accords de partenariat économique avec les pays en développement, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Les accords d'association qui renforcent des accords politiques plus larges, par exemple l'Union pour la Méditerranée. Et enfin, les accords de libre-échange. À titre d'exemple, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam a été négocié entre 2012 et décembre 2015, signé à Hanoï en juin 2019. Afin d'éviter les difficultés rencontrées dans le processus de ratification du CETA avec le Canada, la Commission a scindé le texte en 2. La partie commerciale, qui ne nécessite pas de validation par les parlements des États membres, et la partie sur les investissements qui, elle, doit obtenir la ratification des parlements nationaux. Le 12 février 2020, le Parlement européen donne son feu vert, les Verts et la gauche se prononçant contre, les conservateurs et les libéraux votant pour. Le 30 mars 2020, le Conseil donne à son tour son feu vert définitif. Preuve du débat intense dans l'opinion publique européenne, près de 70 associations et ONG avaient appelé dans une tribune à rejeter le texte, estimant qu'il conduirait à une aggravation de la crise environnementale et aussi en raison de privilèges démesurés accordés aux investisseurs. De fait, l'accord prévoit la quasi-suppression des droits de douane entre les 2 parties, ainsi que l'adoption par le Vietnam des normes européennes dans l'automobile et le secteur pharmaceutique. Il prévoit aussi l'accès au marché public pour les entreprises des 2 parties. Ces suppressions de droits de douane sont pour une partie à effet immédiat et pour une autre sur une durée échelonnée de 3 à 10 ans. Au niveau des services, l'accord ouvre plusieurs marchés publics aux entreprises européennes. Il permet également l'implantation de banques et de compagnies d'assurance. L'accord reconnaît 169 indications géographiques protégées européennes et 39 indications géographiques protégées vietnamiennes. La Commission européenne prévoyait, avant la pandémie de 2020, une hausse de 29 milliards de dollars du PIB de l'Union et de 29% des exportations vers le Vietnam à l'horizon 2035. Le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement prévoyait de son côté une progression du PIB vietnamien de 4,6% et une hausse de 42% des exportations vers l'Union européenne à l'horizon 2025. Bien, passons à présent aux questions. La conditionnalité démocratique dans l'accord de Cotonou avec les pays ACP est-elle abusive? Si l'on revient en arrière, après les accords de Yaoundé 1963, de Lomé 1975 avec les pays ACP, des débats se sont fait jour sur l'efficacité de l'aide.
Le dilemme était soit de poursuivre cette aide en dépit de la corruption, des détournements de fonds, de la violation de l'état de droit, ce qui est interrogé sur sa légitimité, soit de cesser cette aide, auquel cas les populations les plus vulnérables en seraient les premières victimes. Avec les accords de Cotonou en 2000, le choix de l'Union européenne a été fait de permettre un dialogue politique en cas de besoin, puis, si nécessaire, de suspendre l'aide officielle pour la limiter aux ONG sur le terrain. C'est finalement une solution de compromis entre l'Union européenne et les pays ACP. L'aide au développement est-elle davantage un facteur de financement qu'un acte de solidarité? C'est en fait les deux à la fois. Certes, c'est un facteur d'influence. L'Union européenne, ne disposant pas par elle-même de la force militaire, elle compense cette lacune par ce que l'on appelle le soft power ou pouvoir d'influence, diplomatique, économique, culturel par exemple. Mais l'aide au développement est aussi un acte de solidarité. En effet, rien n'oblige l'Union européenne à être le premier donateur au monde d'aide publique au développement. La vision à long terme, c'est l'intérêt commun de pouvoir vivre en paix sur la même planète. Pourquoi l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, à l'instar des autres accords de libre-échange, est une cause de tant de controverses dans l'Union européenne? En effet, un fort courant s'est développé dans l'opinion publique en Europe qui prône une distanciation des recettes traditionnelles du libre-échange. Des considérations sociales ou environnementales en sont à l'origine. Par exemple, produire et consommer local, veiller au respect des conditions de travail, d'où la multiplication des clauses protectrices et les difficultés croissantes de faire accepter de nouveaux accords de libre-échange. Pourquoi la politique commerciale commune ne fait-elle pas partie de la politique étrangère commune? La politique commerciale commune est un des fondements historiques de la CEE. Elle relève d'une compétence exclusive de l'Union, ce qui n'est pas le cas de la PESC. La politique commerciale commune fait partie de l'acquis communautaire. Elle représente une intégration forte des États membres, contrairement à la PESC. Mais elle s'inscrit en cohérence avec les relations extérieures de l'Union, y compris diplomatiques.